Bonsoir et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais vous continuer la lecture de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, à ne pas confondre avec Alexandre Dumas père. Alors c'est un roman magnifique, romantique, vraiment, il met à l'honneur la femme. C'est assez... j'adore, voilà. Je vais vous lire juste avant de commencer la lecture donc ses propres mots vis-à-vis de son livre. N'ayant pas encore l'âge où l'on invente, je me contente de raconter. J'engage donc le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire dont tous les personnages, à l'exception de l'héroïne, vivent encore. D'ailleurs, il y a à Paris des témoins de la plupart des faits que je recueille ici, et qui pourraient les confirmer si mon témoignage ne suffisait pas. Par une circonstance particulière, seul je pouvais les écrire, car seul j'ai été le confident des derniers détails, sans lesquels il eût été impossible de faire un récit intéressant et complet. Je ne tire pas de ce récit la conclusion que toutes les filles, comme Marguerite, sont capables de faire ce qu'elle a fait. Marguerite, c'est l'héroïne de l'histoire. Loin de là. Mais j'ai connaissance qu'une d'elles avait éprouvé dans sa vie un amour sérieux, qu'elle en avait souffert et qu'elle en était morte. J'ai raconté au lecteur ce que j'avais appris. C'était un devoir. Voilà, donc nous allons continuer la lecture de ce merveilleux livre. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Si je l'avais rencontré la veille et qu'il m'eût parlé ainsi, je n'eusse certainement pas écrit la sotte lettre du matin. Je fus au moment d'aller chez Prudence et de l'envoyer dire à Marguerite que j'avais à lui parler. Mais je craignis que, pour se venger, elle ne me répondît qu'elle ne pouvait pas me recevoir. Et je rentrai chez moi, après être passé par la rue d'Antin. Je demandai de nouveau à mon portier s'il avait une lettre pour moi. Et rien. Elle aura voulu voir si je ferais quelques nouvelles démarches et si je rétracterais ma lettre aujourd'hui, me dis-je en me couchant. Mais voyant que je ne lui écris pas, elle m'écrira demain. Ce soir-là, surtout, je me repentis de ce que j'avais fait. J'étais seule chez moi, ne pouvant dormir, dévorée d'inquiétude et de jalousie quand, en laissant suivre aux choses leur véritable cours, j'aurais dû être auprès de Marguerite et m'entendre dire les mots charmants que je n'avais entendus que 2 fois et qui me brûlaient les oreilles dans ma solitude. Ce qu'il y avait d'affreux dans ma situation, c'est que le raisonnement me donnait tort. En effet, tout me disait que Marguerite m'aimait. D'abord, ce projet de passer un été avec moi seule à la campagne, puis cette certitude que rien ne la forçait à être ma maîtresse, puisque ma fortune était insuffisante à ses besoins et même à ses caprices. Il n'y avait donc eu chez elle que l'espérance de trouver en moi une affection sincère, capable de la reposer des amours mercenaires au milieu desquels elle vivait, et dès le second jour, je détruisais cette espérance, et je payais en ironie impertinente l'amour accepté pendant 2 nuits. Ce que je faisais était donc plus que ridicule, c'était indélicat. Avais-je seulement payé cette femme pour avoir le droit de blâmer sa vie? Et n'avais-je pas l'air, en me retirant dès le second jour, d'un parasite d'amour qui craint qu'on ne lui donne la carte de son dîner? Comment? Il y avait 36 heures que je connaissais Marguerite. Il y en avait 24 que j'étais son amant, et je faisais le susceptible. Et au lieu de me trouver trop heureux qu'elle partageât pour moi, je voulais avoir tout à moi seule, et la contraindre à briser d'un coup les relations de son passé qui étaient les revenus de son avenir. Qu'avais-je à lui reprocher? Rien. Elle m'avait écrit qu'elle était souffrante. Quand elle eut pu me dire, tout crûment, avec la hideuse franchise de certaines femmes, qu'elle avait un amant à recevoir. Et au lieu de croire à sa lettre, au lieu d'aller me promener dans toutes les rues de Paris, excepté dans la rue d'Antin, au lieu de passer ma soirée avec mes amis et de me présenter le lendemain à l'heure qu'elle m'indiquait,
Je faisais l'Othello. Je l'espionnais et je croyais la punir en ne la voyant plus. Mais elle devait être enchantée, au contraire, de cette séparation. Mais elle devait me trouver souverainement sot, et son silence n'était pas même de la rancune, c'était du dédain. J'aurais dû alors faire à Marguerite un cadeau qui ne lui laissa point de doute sur ma générosité, et qui m'eût permis, la traitant comme une femme entretenue, de me croire quitte avec elle. Mais j'eusse cru offensée par la moindre apparence de trafic, sinon l'amour qu'elle avait pour moi, du moins l'amour que j'avais pour elle. Et puisque cet amour était si pur qu'il n'admettait pas le partage, il ne pouvait payer par un présent, si beau qu'il fût, le bonheur qu'on lui avait donné. Si court qu'eût été ce bonheur. Voilà ce que je me répétais la nuit, et ce qu'à chaque instant j'étais prêt à aller dire à Marguerite. Quand le jour parut, je ne dormais pas encore. J'avais la fièvre. Il m'était impossible de penser à autre chose qu'à Marguerite. Comme vous le comprenez, il fallait prendre un parti décisif et en finir avec la femme ou avec mes scrupules, si toutefois elle consentait encore à me recevoir. Mais vous le savez, on retarde toujours un parti décisif. Aussi, ne pouvant rester chez moi, n'osant me présenter chez Marguerite, j'essayais un moyen de me rapprocher d'elle, moyen que mon amour-propre pourrait mettre sur le compte du hasard, dans le cas où il réussirait. Il était 9 heures, je courus chez Prudence, qui me demanda à quoi elle devait cette visite matinale. Je n'osais pas lui dire franchement ce qui m'amenait. Je lui répondis que j'étais sortie de bonne heure, que pour retenir une place à la diligence de C, où demeurait mon père. « Vous êtes bien heureux, me dit-elle, de pouvoir quitter Paris par ce beau temps-là. » Je regardais Prudence, me demandant si elle se moquait de moi. Mais son visage était sérieux. « Irez-vous dire adieu à Marguerite ?» reprit-elle toujours sérieusement. « Non. Vous faites bien. Vous trouvez ? Naturellement, puisque vous avez rompu avec elle. À quoi bon la revoir ? Vous savez donc notre rupture. Et que vous a-t-elle dit ? Non, elle m'a montré votre lettre. Et que vous a-t-elle dit ? Elle m'a dit, ma chère Prudence, votre protégée n'est pas polie. On pense ces lettres-là. Mais on ne les écrit pas. Et de quel ton vous a-t-elle dit ça ? En riant. Et elle a ajouté, il a soupé 2 fois chez moi. Et il ne me fait même pas de visite de digestion. Voilà l'effet que ma lettre et mes jalousies avaient produit. Je fus cruellement humiliée dans la vanité de mon amour. Et qu'a-t-elle fait hier au soir ? Elle est allée à l'opéra. Je le sais. Et ensuite ? Elle a soupé chez elle. Seule ? Avec le comte de G, je crois. Ainsi, ma rupture n'avait rien changé dans les habitudes de Marguerite. C'est pour ces circonstances-là que certaines gens vous disent « Il fallait ne plus penser à cette femme qui ne vous aimait pas. » Allons, je suis bien aise de voir que Marguerite ne se désole pas pour moi, repris-je avec un sourire forcé. Et elle a grandement raison. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez été plus raisonnable qu'elle, car cette fille-là vous aimait. Elle ne faisait que parler de vous, et aurait été incapable de quelque folie. Pourquoi ne m'a-t-elle pas répondu ? Puisqu'elle m'aime. Parce qu'elle a compris qu'elle avait tort de vous aimer. Puis les femmes permettent quelquefois qu'on trompe leur amour. Jamais qu'on blesse leur amour-propre. Et l'on blesse toujours l'amour-propre d'une femme quand, 2 jours après qu'on est son amant, on la quitte. Quelles que soient les raisons que l'on donne à cette rupture, je connais Marguerite.
Elle mourrait plutôt que de vous répondre. Que faut-il que je fasse alors? Rien, elle vous oubliera, vous l'oublierez, et vous n'aurez rien à vous reprocher l'un à l'autre. Mais si je lui écrivais pour lui demander pardon, gardez-vous-en bien. Elle vous pardonnerait. Je fus sur le point de sauter au cou de Prudence. Un quart d'heure après, j'étais rentrée chez moi et j'écrivais à Marguerite. Quelqu'un qui se répand d'une lettre qu'il a écrite hier, qui partira demain si vous ne lui pardonnez pas, voudrait savoir à quelle heure il pourra déposer son repentir à vos pieds. Quand vous trouvera-t-il seul? Car vous le savez, les confessions doivent être faites sans témoin. Je pliai cette espèce de madrigal en prose et je l'envoyai par Joseph, qui remit la lettre à Marguerite elle-même, laquelle lui répondit qu'elle répondrait plus tard. Je ne sortis qu'un instant pour aller dîner, et à 11 heures du soir, je n'avais pas encore de réponse. Je résolus alors de ne pas souffrir plus longtemps et de partir le lendemain. En conséquence de cette résolution, convaincu que je ne m'endormirais pas si je me couchais, je me mis à faire mes malles. Il y avait à peu près 1 heure que Joseph et moi nous préparions tout pour mon départ, lorsqu'on sonna violemment à ma porte. « Faut-il ouvrir ?» me dit Joseph. « Ouvrez » lui dis-je, me demandant qui pouvait venir à pareille heure chez moi, et n'osant croire que ce fût Marguerite. « Monsieur, » me dit Joseph en rentrant, « ce sont 2 dames. »« C'est nous, Armand, » me cria une voix que je reconnus pour celle de Prudence. Je sortis de ma chambre. Prudence, debout, regardait les quelques curiosités de mon salon. Marguerite, assise sur le canapé, réfléchissait. Quand j'entrai, j'allai à elle. Je m'agenouillai. Je lui pris les 2 mains. Et tout émue, je lui dis « Pardon ». Elle m'embrassa au front et me dit « Voilà déjà 3 fois que je vous pardonne. J'allais partir demain. En quoi ma visite peut-elle changer votre résolution? Je ne viens pas pour vous empêcher de quitter Paris. Je viens parce que je n'ai pas eu dans la journée le temps de vous répondre et que je n'ai pas voulu vous laisser croire que je fusse fâchée contre vous. Encore, Prudence ne voulait-elle pas que je vinsse? Elle disait que je vous dérangerais peut-être. Vous? Me déranger, vous? Marguerite? Et comment? Dame, vous pouviez avoir une femme chez vous, répondit Prudence. Et cela n'aurait pas été amusant pour elle d'en voir arriver 2. Pendant cette observation de Prudence, Marguerite me regardait attentivement. « Ma chère Prudence, répondis-je, vous ne savez pas ce que vous dites. »« C'est qu'il est très gentil, votre appartement, répliqua Prudence. »« Peut-on voir la chambre à coucher ?»« Oui. » Prudence passa dans ma chambre, moins pour la visiter que pour réparer la sottise qu'elle venait de dire, et nous laisser seuls, Marguerite et moi. « Pourquoi avez-vous amené Prudence ?» lui dis-je alors. « Parce qu'elle était avec moi au spectacle, et qu'en partant d'ici, je voulais avoir quelqu'un pour m'accompagner. » « N'étais-je pas là ?»« Oui. Mais outre que je ne voulais pas vous déranger, j'étais bien sûre qu'en venant jusqu'à ma porte, vous me demanderiez à monter chez moi. Et comme je ne pouvais pas vous l'accorder, je ne voulais pas que vous partissiez avec le droit de me reprocher un refus. Et pourquoi vous ne pouviez-vous pas me recevoir? Parce que je suis très surveillée et que le moindre soupçon pourrait me faire le plus grand tort. Est-ce bien la seule raison? S'il y en avait une autre, je vous le dirais. Nous n'en sommes plus à avoir des secrets l'un pour l'autre. Voyons, Marguerite, je ne veux pas prendre plusieurs chemins pour en arriver à ce que je veux vous dire. Franchement, m'aimez-vous un peu? Beaucoup. Alors, pourquoi m'avez-vous trompée? Mon ami, si j'étais madame la duchesse telle ou telle, si j'avais 200 000 livres de rente, que je fusse votre maîtresse et que j'eusse un autre amant que vous auriez le droit de me demander pourquoi je vous trompe. Mais je suis mademoiselle Marguerite Gauthier. J'ai 40 000 francs de dette, pas un sou de fortune, et je dépense 100 000 francs par an. Votre question devient oiseuse et ma réponse inutile.
C'est juste, dis-je en laissant tomber ma tête sur les genoux de Marguerite. Mais moi, je vous aime comme un fou. Eh bien, mon ami, il fallait m'aimer un peu moins ou me comprendre un peu mieux. Votre lettre m'a fait beaucoup de peine. Si j'avais été libre, d'abord, je n'aurais pas reçu le compte avant-hier, ou, l'ayant reçu, je serais venue vous demander le pardon que vous me demandiez tout à l'heure, et je n'aurais pas à l'avenir d'autre amant que vous. J'ai cru un moment que je pourrais me donner ce bonheur-là pendant 6 mois. Vous ne l'avez pas voulu. Vous teniez à connaître les moyens. Mon Dieu, les moyens étaient bien faciles à deviner. C'était un sacrifice plus grand que vous ne croyez que je faisais en les employant. J'aurais pu vous dire « j'ai besoin de 20 000 francs ». Vous étiez amoureux de moi, vous les eussiez trouvés, au risque de me les reprocher plus tard. J'ai mieux aimé ne rien vous devoir. Vous n'avez pas compris cette délicatesse, car c'en est une. Nous autres, quand nous avons encore un peu de cœur, nous donnons aux mots et aux choses une extension et un développement inconnus aux autres femmes. Je vous répète donc que de la part de Marguerite Gauthier, le moyen qu'elle trouvait de payer ses dettes sans vous demander l'argent nécessaire pour cela était une délicatesse dont vous devriez profiter sans rien dire. Si vous ne m'aviez connu qu'aujourd'hui, si vous seriez trop heureux de ce que je vous promettrai, et vous ne me demanderiez pas ce que j'ai fait avant-hier. Nous sommes quelquefois forcés d'acheter une satisfaction pour notre âme aux dépens de notre corps. Et nous souffrons bien davantage qu'avant, quand après cette satisfaction nous échappe. J'écoutais et je regardais Marguerite avec admiration quand je songeais que cette merveilleuse créature, dont j'eusse envié autrefois de baiser les pieds, consentait à me faire entrer pour quelque chose dans sa pensée, à me donner un rôle dans sa vie, et que je ne me contentais pas encore de ce qu'elle me donnait. Je me demandais si le désir de l'homme a des bornes, quand satisfait aussi promptement que le mien l'avait été. Il tend encore à autre chose. C'est vrai, reprit-elle. Nous autres créatures du hasard, nous avons des désirs fantasques et des amours inconcevables. Nous nous donnons tantôt pour une chose, tantôt pour une autre. Il y a des gens qui se ruineraient sans rien obtenir de nous. Il y en a d'autres qui nous ont avec un bouquet. Notre cœur a des caprices. C'est sa seule distraction et sa seule excuse. Je me suis donnée à toi, plus vite qu'à aucun homme, je te le jure. Pourquoi ? Parce que me voyant cracher le sang, tu m'as pris la main. Parce que tu as pleuré. Parce que tu es la seule créature humaine qui ait bien voulu me plaindre. Je vais te dire une folie, mais j'avais autrefois un petit chien qui me regardait d'un air tout triste quand je toussais. C'est le seul être que j'ai aimé. Quand il est mort, j'ai pu pleurer qu'à la mort de ma mère. Il est vrai qu'elle m'avait battue pendant 12 ans de sa vie. Eh bien, je t'ai aimé tout de suite, autant que mon chien. Si les hommes savaient ce qu'on peut avoir avec une larme, ils seraient plus aimés. Et nous serions moins ruineuses. Ta lettre t'a démenti. Elle m'a révélé que tu n'avais pas toutes les intelligences du cœur. Elle t'a fait plus de tort dans l'amour que j'avais pour toi, que tout ce que tu aurais pu me faire. C'était de la jalousie, il est vrai, mais de la jalousie ironique et impertinente. J'étais déjà triste quand j'ai reçu cette lettre. Je comptais te voir à midi, déjeuner avec toi, effacer enfin par ta vue une incessante pensée que j'avais, et qu'avant de te connaître, j'admettais sans effort. Puis, continua Marguerite, tu étais la seule personne devant laquelle j'avais pu comprendre tout de suite que je pouvais penser et parler librement. Tous ceux qui entourent les filles, comme moi, ont intérêt à scruter leurs moindres paroles, à tirer une conséquence de leurs plus insignifiantes actions. Nous n'avons naturellement pas d'amis. Nous avons des amants égoïstes qui dépensent leur fortune, non pas pour nous, comme ils le disent, mais pour leur vanité. Pour ces gens-là, il faut que nous soyons gais quand ils sont joyeux, bien portantes quand ils veulent souper, sceptiques quand ils le sont,
Il nous est défendu d'avoir du cœur sous peine d'être hués et de ruiner notre crédit. Nous ne nous appartenons plus. Nous ne sommes plus des êtres, mais des choses. Nous sommes les premières dans leur amour-propre, les dernières dans leur estime. Nous avons des amis, mais ce sont des amis comme Prudence, des femmes jadis entretenues, qui ont encore des goûts de dépenses que leur âge ne leur permet plus. Alors elles deviennent nos amies, ou plutôt nos commensales. Leur amitié va jusqu'à la servitude, jamais jusqu'au désintéressement. Jamais elles ne vous donneront qu'un conseil lucratif. Peu leur importe que nous ayons 10 amants de plus, pourvu qu'elles y gagnent des robes ou un bracelet, et qu'elles puissent de temps en temps se promener dans notre voiture et venir au spectacle, dans notre loge. Elles ont nos bouquets de la veille et nous empruntent nos cachemires. Elles ne nous rendent jamais un service, si petit qu'il soit, sans se le faire payer le double de ce qu'il vaut. Tu l'as vu toi-même le soir où Prudence m'a apporté ces 1000 francs, que je l'avais priée d'aller demander pour moi au duc. Elle m'a emprunté 500 francs qu'elle ne me rendra jamais, ou qu'elle me paiera en chapeaux qui ne sortiront pas de leur carton. Nous ne pouvons donc avoir, ou plutôt je ne pouvais donc avoir qu'un bonheur. C'était triste comme je le suis quelquefois, souffrante comme je le suis toujours, de trouver un homme assez supérieur pour ne pas me demander compte de ma vie, et pour être l'amant de mes impressions, bien plus que de mon corps. Cet homme, je l'avais trouvé dans le duc, mais le duc est vieux, et la vieillesse ne protège ni ne console. J'avais cru pouvoir accepter la vie qu'il me faisait, mais que veux-tu? Je périssais d'ennui, et pour faire tant que d'être consumé, autant se jeter dans un incendie que de s'asphyxier avec du charbon. Alors je t'ai rencontré, toi, jeune, ardent, heureux, et j'ai essayé de faire de toi l'homme que j'avais appelé au milieu de ma bruyante solitude. Ce que j'aimais en toi, ce n'était pas l'homme qui était, mais celui qui devait être. Tu n'acceptes pas ce rôle, tu le rejettes comme indigne de toi. Tu es un amant vulgaire, fait comme les autres. Paye-moi. Et n'en parlons plus. Marguerite, que cette longue confession avait fatiguée, se rejeta sur le dos du canapé et, pour éteindre un faible accès de toux, porta son mouchoir à ses lèvres et jusqu'à ses yeux. « Pardon, pardon, murmurai-je. J'avais compris tout cela, mais je voulais te l'entendre dire. Ma Marguerite adorée. Oublions le reste et ne nous souvenons que d'une chose. C'est que nous sommes l'un à l'autre, que nous sommes jeunes et que nous nous aimons. Marguerite, fais de moi tout ce que tu voudras. Je suis ton esclave, ton chien, mais au nom du ciel, déchire la lettre que je t'ai écrite et ne me laisse pas partir demain. J'en mourrai. » Marguerite tira ma lettre du corsage de sa robe et, me la remettant, me dit avec un sourire d'une douceur ineffable. « Tiens, je te la rapportais. » Je déchirai la lettre et je baisai avec des larmes la main qui me la rendait. En ce moment, Prudence reparut. « Dites donc, Prudence, savez-vous ce qu'il me demande ?» fit Marguerite. « Il vous demande pardon. » « Justement, et vous pardonnez ? Il le faut bien. Mais il veut encore autre chose. Quoi donc ? Il veut souper avec nous. Et vous y consentez ? Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous êtes 2 enfants qui n'avaient de tête ni l'un ni l'autre. Mais je pense aussi que j'ai très faim et que plutôt vous consentirez, plutôt nous souperons. Allons, dit Marguerite. Nous tiendrons 3 dans ma voiture. Tenez, ajouta-t-elle en se tournant vers moi. Nanine sera couchée. Vous ouvrirez la porte. Prenez ma clé. Et tâchez de ne plus la perdre. J'embrassai Marguerite, à l'étouffer. Joseph entra là-dessus. Monsieur me dit, de l'air d'un homme enchanté, de lui. Les malles sont faites. Entièrement ? Oui, monsieur. Eh bien, défaites-les. Je ne pars pas. Voilà, c'est ainsi que se termine ma lecture de La Dame aux camélias. Je vais vous donner 2 petites citations d'Alexandre Dumas avant de vous quitter.
Alors, les hommes, ma chère, c'est comme les cerfs-volants. Plus on leur rend de cordes, plus on les tient. Ce n'est pas ce que les femmes vous disent qui est intéressant. C'est ce qu'elles vous taisent. Bonne soirée, bonne nuit et bonne matinée pour certains.